Salam alaikum azzoul filaoun. Bonsoir. L'Algérie s'est progressivement trouvée engloutie dans un véritable gouffre financier, politique et judiciaire. Notre pays est au carrefour de son histoire. Une situation de crise multidimensionnelle que traverse l'Algérie est grave. L'analyse de la façade civile du régime, qu'il s'agisse du gouvernement qui gère le budget, du Parlement qui le vote ou d'une banque centrale aux ordres, conduit très vite à une impasse. Car au sommet du pouvoir, les principales décisions sont prises par un petit nombre de décideurs, issus de la haute hiérarchie de l'armée et des services de renseignement. Partagé entre clans rivaux, ce pouvoir est d'autant plus rigide face à la société algérienne qu'il est instable en son sommet et ne fonctionne que par des arbitrages fragiles, sans cesse remis en cause. La férocité des antagonismes interclaniques conduit au culte du secret, à l'opacité des comptes publics, à l'immobilisme, à une instabilité juridique chronique qui décourage les investisseurs potentiels tout en facilitant de gigantesques escroqueries. Cette architecture complexe construite sur la prédation, la corruption à tous les niveaux et le partage de la rente pétrolière ne peut se remettre en cause sans s'autodétruire. M. Tebboune ne prend pas la mesure de la situation catastrophique de l'économie du pays, de la crise financière qui se profile devant nous, de la crise morale et surtout de la crise politique que vit notre pays. Vous ne pouvez présider, M. Tebboune, sans l'adhésion du peuple, et c'est là que se situe le problème. La situation interne que vit l'Algérie n'autorise pas à l'optimisme et relève exclusivement de votre responsabilité et celle de ceux qui sont derrière vous. L'instabilité politique grandissante, conséquence directe de votre élection à l'ombre des vrais détenteurs du pouvoir, menace l'État et la cohésion nationale. Aucun cap économique, aucune réponse à la crise du chômage, aucune réforme structurelle sont lesquels points de salut pour notre jeunesse. Aucune décision concernant le pouvoir d'achat des plus démunis n'a été proposée. M. Tebboune a perdu le nord et tous les points cardinaux, livrant bateau Algérie aux quatre vents sans cap ni boussole, avec en prime un rejet viscéral par le peuple de toute politique inspirée de l'ancien système, dont vous avez été l'un des éléments les plus zélés. Il faut que cela cesse. L'amateurisme dont a fait preuve votre ministre de la Communication au sujet du documentaire de la chaîne M6 montre bien votre fébrilité et acte votre incompétence. Comment un ministre de la République s'implique à ce niveau et déclare au nom de l'État que cette chaîne sera à l'avenir blacklistée en Algérie et des poursuites judiciaires seront engagées contre la chaîne et contre toutes celles et ceux qui ont collaboré à ce documentaire. C'est tout simplement hallucinant et triste pour notre pays que vous rabaissez à un niveau d'incompétence jamais égalé. Vous n'avez pas eu assez de cran afin de faire couper le signal de la 5, M6 ou de la chaîne parlementaire, comme vous l'avez fait pour Al-Magharibiya. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité.
Tebboune, tout le monde nous en veut à cause de notre démocratie. C'est le titre de notre émission ce soir. Et j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission pour en parler de ce sujet. Donc on aura le plaisir d'avoir Farida Hamidi, psychologue clinicienne, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Farida Hamidi, marhaba bik, bonsoir. فيك يسلمك مساء الخير بونسوار مساء الخير لكل الجزائريين والجزائريات في الداخل والخارج. يعطيك الصحة مرحبا بك. On a aussi le professeur Smaïn Lalmas, économiste, analyste et politique, qui sera avec nous depuis Alger. Si Smaïn, مرحبا بك, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, مساء الخير, Azul Filaoun. Azul Filak, مرحبا بك. On a aussi le plaisir d'avoir Amin Mennadi, activiste politique, via Skype depuis le Canada. Amin Mennadi qui est avec nous aussi. Marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vais commencer avec vous, Smaïn Lalmas. Merci encore une fois d'être avec nous. Smaïn Lalmas, d'abord j'aimerais avoir votre impression de cette interview de Tebboune. Qu'est-ce que vous avez retenu donc, de l'interview? Smaïn Lalmas. Oui, merci pour l'invitation. Ouais, écoutez, moi malheureusement j'ai pas tout vu. J'ai eu quelques échos, quelques passages, mais je constate qu'il n'y a rien de nouveau. Vous avez un responsable, comme tous les autres responsables, qui essaie d'analyser un peu la situation à sa manière, qui a des données qui leur sont propres à ces gens-là et qui voit les choses différemment de nous. Alors, vous savez, vous avez un système avec ses paramètres, avec ses éléments, avec ses clients, avec des dirigeants, avec une façon de gérer, une façon de voir, donc qui est complètement différente de la nôtre. Donc on peut pas retenir grand-chose sauf que le pays est géré de façon très simpliste et trop grave. Cette fragilité de gouvernance aussi nous amène à dire et à le dire fortement que l'Algérie est en situation dangereuse. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. On voit mal comment on va pouvoir résister à toutes ces crises. Il faut savoir que l'Algérie subit un ensemble de crises. On est secoué par une forte crise politique depuis quelques années. Nous avons aussi cette crise économique qui nous suit et nous poursuit depuis plusieurs années, depuis que l'Algérie a choisi et a opté pour un modèle économique basé exclusivement sur la rente pétrolière. Nous avons une crise sociale et à partir de là, vous avez un pays avec une multitude de crises et face à cela, des décideurs qui sont en panne d'idées. Depuis 9 mois, ce gouvernement est installé. Je n'ai pas encore vu une solution au moindre problème. Il n'y a aucun problème qui a été réglé, aucun problème qui a pu être résolu depuis 9 mois, depuis l'installation de ce gouvernement, que ce soit sur le plan politique, économique, social, etc. Donc, à partir de là, vous savez, les débats à dos, les discours, on en a vu tellement. Et je vous rappelle que il y a pas mieux que Bouteflika pour parler et pour les discours à dos, si vous vous rappelez. C'était un événement. À chaque fois que Bouteflika parlait, c'était un événement. Et pourtant, regardez la situation dans laquelle se trouve l'Algérie. Donc, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis plutôt pour du concret et du palpable. Et je suis persuadé, encore une fois, que un système qui ignore complètement tout un peuple ne peut réussir à développer ce pays. Donc, sans ce peuple, sans les Algériens, l'Algérie ne changera pas. Donc, il faudrait que ce gouvernement et plutôt que ce système comprenne une fois pour toutes que l'équation ne peut être résolue sans le paramètre algérien ou le paramètre citoyen algérien. Donc, le citoyen algérien doit exister dans leur équation, dans leur vision, dans leur stratégie. Et sans cela, on va tourner,
on va se retrouver dans la même situation début des années 2000 ou là, les années 90 ou là. Rien ne va changer. Très bien. D'ailleurs, il n'y a rien qui a changé. Si vous voyez la structure économique, si je me limite au côté économique, rien n'a changé depuis 30 ans ou 40 ans. Sismaïl Lalmas, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais je vais vous faire entendre, ainsi que pour nos invités Amine et aussi Farida Hamidi, un passage donc de cette interview. Il faut rappeler aussi que l'interview a été enregistrée, elle n'était pas en direct, et qu'elle était prévue normalement dans ce genre d'interview, que la diffusion sera à 20h, donc heure de grande écoute en Algérie, mais elle a été bien sûr décalée à 22h, et beaucoup d'observateurs ont parlé parce que le documentaire de la chaîne française était diffusé à 22h, heure algérienne. Je vais vous faire écouter un passage, Smaïl Almas, et j'aimerais entendre votre réaction après. الحمد لله يعني كما يقولوا توشون دي بوا كاين مثل ما يقولوا بالعامه يعني اللي شاف الموت يرضى بالحمى يعني لا تسمح لي سي ناصر نكمل برك الفكره راكم كاع الوقت وكاع الاسئله ما يا با طابو تري بيان يا با طابو ليزي غالق على روحي في ان تور ديفوار برج نتاع عاج وقال الامور ماشيه ويصرى لنا كيما العزوج اللي دايها الواد وتقول محلى البرود qui peut le plus peut le moins كما يقولوا كنت إذا رأيت رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الأطفال إذا رقصوا لورسكو كما يقولوا بالعامة بربرت ولادها يعني 4 إطوال والماكلة يستاهلوا هذا هو التذبذب هذا شوف لو كابيتال a besoin de la stabilité politique et la stabilité juridique et la stabilité financière. Sans ces 3 critères, vous ne pouvez pas avoir d'investisseurs fiables. ناخذ الخبر، ناخذ لو سوار d'Algérie، ناخذ الوطن، ناخذ جرايد أخرى. يعني الموس والمنشار ماشي، كاش واحد يكلمهم. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ ولكني شابو أنا نهار اللي شفت هذاك ولد الكولون تاع متيجة داروه مسؤول. لا يا خويا انت تعلمني احشم على روحك 500 جزائري ذبحتوها وجسك على بالي بلي رئيس بلديه انت حزب متطرف يميني متطرف. هذا الدليل باللي يميني ومتطرف. الديمقراطيه هذه حاسديننا فيها. لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن لاهيت لها بهمه. لي بوكوس لي جودا هذو كاع ساهلين للتجنيد. في كل مكان اللي كان عنده 4 ميجا ممكن يوصل ل 10. ما نوعدوش باش يوصل اكثر لان سي ناصر دابري لانفورماسيون كو جي اوفيسيلمون يا با يد كوبور d'internet يا بروياج. هاد الامور هذه انا شخصيا اعوذ بالله من قولت انا والله العظيم ما نزيد نتسامح فيها. علاش تخلوا فلان يزعف؟ علاش راحت لها بصلاح حق الله يرحمها. الحمد لله يعني كيف يقولوا توشون دي بوا كاين مثل ما يقولوا بالعامه يعني اللي شاف C'est Smaïl Almas, on a essayé donc de résumer un peu les points qui étaient importants, donc de les mettre dans ce petit passage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce niveau, Smaïl Almas? Vous avez parlé, vous avez dit qu'ils sont en train de voir les choses différemment par rapport au peuple algérien. Il a parlé, bien sûr, il a dit que le capital a besoin d'une stabilité par rapport juridique, financier et politique, alors qu'on est très très loin de ça. C'est complètement faux. C'est-à-dire l'investissement a besoin d'un paramètre essentiel qui est la confiance. Et pour avoir la confiance, bien sûr, il faut passer par une stabilité politique. Mais la stabilité politique, pour l'avoir, il faut passer par la légitimité populaire. Hein? Donc vous voyez que tout est lié
à l'aspect politique. Tout est lié à la légitimité. Tout est lié à la participation populaire dans la gestion du pays. Parce que quand on parle de légitimité populaire, on parle de participation du peuple dans la gestion de ce pays. Donc le citoyen devient co-gérant dans son pays. Donc il a beau... enfin, ils ont beau, c'est le même discours qui revient à chaque fois. On a entendu ça. Mais Sismaïn l'Almas, cette fois-ci, on nous parle du Nouvelle Algérie. Est-ce que vous pensez que l'Algérien, quand il entend ces déclarations, quand il entend des constats qui ne reflètent pas la réalité que vit l'Algérien, est-ce que vous pensez qu'il a peur pour son avenir, il a peur pour cette Nouvelle Algérie? Mais bien, écoutez, c'est simple, allez poser cette question aux jeunes qui quittent le pays en risquant leur vie. Je crois qu'il n'y a pas pire gifle que la réponse d'Al-Haraga. De quel avenir vous parlez? Écoutez, si on est sorti depuis le 22 février et si je parle depuis des années, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'avenir. Si on continue de cette manière, c'est la faillite. C'est la faillite. Quand on entend les discours et quand on voit ce que les clients ont le pouvoir, ce que disent les clients du pouvoir à travers certaines chaînes publiques et privées, et c'est dramatique. C'est du faux, c'est de l'archi-faux. Donc l'investissement ou l'attrait des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, repose sur des paramètres. C'est vrai qu'il y a la stabilité politique qui est une nécessité, la stabilité, la réglementation, etc. Mais tout cela ne peut se faire sans la légitimité politique. Et cette légitimité politique va aussi donner naissance à la confiance. Les passerelles de confiance entre le pouvoir et le peuple sont cassées, n'existent plus. Donc, il y a impossibilité d'attirer des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Il y a impossibilité de développer le pays. Il y a une possibilité de développer notre économie si le paramètre confiance disparaît, si le paramètre confiance ne soit pas au rendez-vous, tout simplement. Donc, il a beau, les discours n'ont aucun sens. Même avant, on nous disait plein de choses avant. L'Algérie, l'Algérie peut organiser deux Coupes du Monde. Vous avez oublié ce qu'on nous disait il y a quelques années. Où l'Algérie est al-Bagdad, l'Algérie prête pour le FMI de l'argent, l'Algérie est une puissance économique. Et en bas, il s'avère que la Kenwalou, il n'y a rien. Donc pour moi personnellement, ce n'est pas nouveau. C'est pour ça que j'ai même pas suivi le discours avec l'intervention. J'ai préféré faire, j'avais un petit travail à faire, je l'ai fait, mais ça s'arrête là. Mais sinon, écoutez, quand le premier responsable vous dit qu'il n'y a pas eu coupure d'internet, il y a 44 millions d'Algériens qui vous disent on n'a pas eu d'internet pendant 5 jours. Il a parlé de brouillage. Il a parlé de brouillage. Il a dit que c'est. Et pour le citoyen de l'Intermado, moi je connais pas le citoyen. Moi j'ai payé l'internet, j'avais pas l'internet pendant 5 jours. Donc à quoi les brouillages? Je connais le brouillage. C'est un complot aussi, c'est la main étrangère. C'est eux qui ont fait le brouillage. S'il y a brouillage, mais il y a coupure, il y a eu coupure. Donc il ne faut pas qu'on nous dise la cale. Oui, on a coupé. La prochaine fois, on ne va pas le faire. On ne va pas refaire cela. On va essayer de trouver les fraudeurs. On va essayer de coincer les fraudeurs. On va voir est-ce que les complicités, les indomes à l'intérieur du système éducatif. On va essayer de creuser, de voir le pourquoi du pourquoi. Mais machin, les coupeurs nous ridiculiser sur toute la planète. Les Hadramaïens, les coupeurs, ils se gueulent de partout. C'est quoi ces histoires? Pour lutter contre la fraude, vous coupez l'Internet. Donc celui qui détient finalement, celui qui a pu avoir le sujet en premier, et il va le garder. Il va frauder, mais il ne pourra pas le distribuer via Internet. Donc les Israéliens, c'est bon. Non, il faut qu'on soit raisonnable. C'est vrai que ça rend malade tout ça. Restez avec nous, Sismaïn. Il vient me dire, non, on va interdire M6. Voilà, c'est interdit M6. Alors, puisqu'avec les chaînes, on a une puissance. Eh bien, envoyez l'une des chaînes privées ou la publique, et alors ils diront une enquête sur les gilets jaunes, les gilets oranges, je ne sais pas quoi. Eh bien, qu'on fasse la même chose. Qu'on fasse la même chose au lieu d'interdire pour interdire. Mais c'est quoi? On va dans un mois, il va donner une interview au M6. Comme il l'a fait le 5 juillet, il a donné l'interview à France 24, au lieu d'une chaîne algérienne. Exactement. Donc, maintenant, l'histoire de l'Algérie nouvelle, l'Algérie nouvelle, les anciens, même ok, on fait pas du neuf avec du vieux.
C'est l'ancien système, c'est l'ancienne équipe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est ancien, c'est fini. L'Algérie nouvelle, quand on est sorti le 22 février, c'est autre chose. C'était changer le système, mais changer les méthodes de gestion et changer les hommes. C'est du 109 quand on veut ça depuis la date. Barakat, le système. Barakat, les gens du système. Barakat, les clients du système. Barakat, les administrations dans le système. Tout ça doit changer pour sauver le pays. C'est pas pour l'Almas, c'est pour sauver le pays. Et pour assurer un avenir meilleur à nos jeunes et à nos enfants, pour éviter le cinéma d'Al-Haraga, pour éviter le cinéma à l'étranger, en coupe Internet pour ne plus frauder. Alors que, quand on parle de fraude, normalement, déjà, on devrait se poser la question, pourquoi il y a la fraude dans ce pays? Là où est le problème. Tout à fait. Vous voyez, donc on est complètement, on est déçus. On est complètement déçus. Et Wallah, je ne sais pas quoi dire de plus. Restez avec nous, Ismaïl. Je vais essayer de vous poser, bien sûr, des questions sur d'autres volets. Restez avec nous. Je vais passer à vous, Farida Hamidi, psychologue clinicienne. Merci encore une fois d'être avec nous, Farida Hamidi. Farida Hamidi, comment, du point de vue, surtout puisque vous êtes psychologue, et on parle bien sûr en termes de communication du body language, si on peut dire, comment vous avez trouvé donc cette interview de Tebboune? Farida Hamidi. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, très bien, très bien. Voilà. Alors, en fait, oui, d'un point de vue psychologique, et d'ailleurs c'est là-dessus que j'ai focalisé, sur l'entretien, le contenu. Franchement, voilà, j'étais pas surprise de ce qui a été dit. On voyait, en tout cas le cadre. Moi, la première chose que j'observe, bien sûr, c'est le cadre de cet entretien, de cette entrevue. Je voyais un homme hors temps, hors contexte. Donc, première observation, toutes ces dorures, tout ce luxe-là était très contrasté avec cette proximité-là avec les journalistes où les gens s'appelaient par leur prénom. Monsieur, voilà, le président qui était lui appelé Monsieur le Président, Sid Raïs, lui en fait, il appelait les journalistes par leur prénom, Si Nasser, Mohamed, voilà, donc on voyait cette proximité-là qui était malvenue dans une entrevue avec un président de la République. Donc voilà, première observation sur le cadre, hors temps, hors contexte. Après, cette proximité-là, on la voyait aussi dans son discours, dans sa manière de parler, c'était lexical. C'était 1h28, quelque chose comme ça, d'entrevue où il y avait une prolifération d'expressions populaires. Il a utilisé beaucoup d'expressions populaires. Je suis désolée, voilà, Hadrat Ajaiz, quoi. Enfin, si on veut utiliser un petit peu le même, mais c'était pas du tout une syntaxe ou une manière de s'exprimer d'un président de la République comme il le voudrait être et comme le peuple le conteste. Voilà, donc finalement, effectivement, on bascule toujours vers le peuple a raison, il revendique quelque chose et l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes renforce justement ces revendications que le peuple exprime depuis plus d'1 an dans la rue, depuis pratiquement 2 ans maintenant dans la rue. Et il y a beaucoup d'observateurs qui ont ici parlé de beaucoup d'incohérences dans ce que disait il y avait que ça. En fait, il y avait que ça. Déjà, la première incohérence, c'est que tout ce qu'il a dit était en contradiction totale sur ce qui se passe réellement en Algérie. Sur ce qu'on observe, en tout cas, réellement en Algérie. Mais en termes de psychologie, Farida Hamidi, quand M. Ismaïl Almas nous a dit qu'il voit les choses différemment par rapport au peuple algérien, pourquoi? Est-ce qu'ils voient les choses différemment ou est-ce qu'ils sont dans la logique, dans une autre logique, une logique bien sûr du pouvoir qui veut se maintenir? Comment on peut expliquer ça? C'est exactement ça, et je l'ai déjà exprimé sur vos plateaux, c'est qu'ils sont dans un fonctionnement autistique, ils sont dans une bulle, ils sont
En fait, on est dans le même pays, mais c'est en parallèle. Ça ne se croise pas. Il n'y a pas de croisement entre ce qui est dit, ce qui est pensé par le peuple et par ce régime-là, dont Monsieur Tebboune est une façade civile. Voilà, donc en fait, là, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que dans la manière d'exprimer les choses, et il les exprimait pas du tout, d'ailleurs, parce que c'était pas du tout clair, c'est que c'était des généralités, mais des généralités générales. Donc c'est encore plus général que général, parce qu'il y avait aucune précision, il y avait rien de nommé, c'était complètement à côté de la plaque, en fait. Donc, dès le début de l'entretien, je fronçais les sourcils et je essayais de comprendre, en fait, ce qu'il souhaitait exprimer, ce monsieur, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce que c'était pas clair. Après, moi, je pense aussi que c'est un élément de langage, hein. C'est que on voyait bien qu'il voulait pas se mouiller, par rapport à certains sujets qui étaient sensibles. Donc, et c'est pour ça que c'est jamais, d'ailleurs, en direct, c'est enregistré et ça passe à 22h, c'est du jamais vu. Un président de la République qui s'exprime et qui veut parler aux citoyens de son pays, exige que l'émission passe à 1 heure de grande écoute et qu'elle ne passe pas à 22h. En général, c'est le 20h. En général, c'est le 20h. En général, c'est le 20h. Voilà, ça correspond au journal de 20h que tout le monde regarde, parce que lui, il s'adresse vraiment au plus grand nombre de ses citoyens. Donc là, on voit bien aussi que c'est une manœuvre, parce qu'on sait très bien que ce dimanche-là, malheureusement et on a fait la pub à un documentaire et qui passait à la même heure. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de regarder ce documentaire-là, que de regarder le discours du président désigné. Voilà, parce qu'il savait très bien. Je pense qu'un peu comme nous tous, on savait un petit peu ce qui allait être dit. Hein. Très bien. On essaiera de revenir sur le fond aussi avec vous, Farida Hamidi. Amin Mennadi, comment vous avez trouvé bien sûr l'entretien avec Tebboune, et Farida Hamidi nous dit qu'il est hors temps, hors contexte. Autant que jeune, vivant bien sûr à l'étranger, et vous-même, vous êtes du côté des Algériens qui souhaitent une vraie rupture avec ce régime. Quelle était votre impression donc de cet entretien? Sincèrement, je ne sais pas quoi ajouter de plus que ce qui a été dit par Dr Hamidi ou bien c'est Ismaël, que je salue d'ailleurs. Honnêtement, c'est très particulier de se retrouver dans une situation où le président de tout un pays, de la taille d'un continent, d'un peuple aussi valeureux et avec une telle histoire que le peuple algérien, qui se permet de faire une intervention destinée au peuple algérien, juste pour essayer de parasiter un tout petit documentaire qui passe sur une chaîne de télé étrangère. Mais sincèrement, c'est affligeant de devoir composer avec des dirigeants de la sorte. C'est affligeant de savoir que ce monsieur, il a des conseillers autour de lui qui lui ont dit, finalement, vous savez quoi, pour contrer M6, nous, on va faire une intervention du président de la République algérienne. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est le titre que ce monsieur a. Qu'il soit légitime ou pas, mais c'est le titre qu'il a. Vis-à-vis de tous les pays étrangers, ce monsieur est le président de l'Algérie. Il est censé être le président de tous les Algériens. Ce monsieur qui est devenu monsieur enquête depuis quelques mois, à chaque fois qu'il y a une défaillance, il demande une enquête et c'est monsieur l'amène de l'étranger. Pire que le Bouteflika et que le système Bouteflika, c'est-à-dire sincèrement, pendant des années on a lutté contre le clan Bouteflika. Ça leur arrivait d'utiliser de temps à autre si vous voulez, l'ogre de l'intervention étrangère ou de la main étrangère, mais pas tant que ça, par rapport à ce système qui est là depuis peu, parce que c'est la continuité du système, même si c'est une tentative de régénérescence du système. Alors, quand on voit son intervention, et moi je reviens à l'histoire d'un président qui dit
bah, il y a personne qui est en prison aujourd'hui pour ses opinions. 95%, si ce n'est plus, des personnes qui sont aujourd'hui en prison, qui sont appelées les détenus du Hirak ou les détenus de la Révolution, c'est pour des publications sur Facebook. J'en connais plusieurs et je vais en citer un qui est en prison pour 2 raisons qui sont les plus débiles de la planète. Non seulement il a été arrêté alors qu'il avait les 2 jambes cassées, il s'est retrouvé en prison, il ne pouvait même pas subvenir à ses besoins. Il s'appelle Bilal Mennadi. C'est un jeune qui a la vingtaine, qui vit du côté de Mustranam, que je connaissais même pas, qui est en prison pour 2 raisons. Parce qu'il porte le nom de Mennadi, mais le pire, c'est parce qu'il a dit qu'il y avait des généraux, il a attaqué Wassini Bouazza et certains généraux en disant il y a des généraux qui ne devraient pas être là. Ces généraux sont en prison aujourd'hui, donc sa publication, elle avait lieu d'être à ce moment-là, vu que ces gens, finalement, c'est des personnes qui ont été jugées ou qui sont en cours de jugement pour des déviances importantes dans l'exercice de leurs fonctions. Ce jeune homme est encore en prison depuis décembre 2019. Et comme lui, ils sont des dizaines. Donc, M. Tebboune qui vient nous dire il n'y a personne qui est en prison pour son opinion, parce que bon, on voit clairement que M. Tebboune, il en fait une affaire personnelle, l'histoire avec notre ami Khaled Darani, mais ils sont des dizaines comme Khaled Darani. Ensuite, le président, parce qu'il est toujours président, je tiens à le souligner, légitime ou illégitime, qui nous dit qu'il n'y a pas eu de coupure Internet. Donc, réellement, M. Tebboune vit dans l'Algérie du journal de 20 heures. Tout le monde n'a pas eu Internet sans M. Tebboune. Ben, si vous avez eu de la connexion, M. Tebboune, c'est parce que vous êtes le seul à qui on n'a pas coupé de connexion. Un brouillage, et ce qui est le plus, encore plus affligeant dans tout ça, c'est qu'il y a des mosquées en Algérie. Il y a même des écoles qui sont équipées, des écoles privées, qui sont équipées de brouilleurs qu'on peut acheter sur Internet, des brouilleurs qui vont brouiller sur le périmètre de l'établissement, brouiller le signal GSM ou le signal Wi-Fi ou tous les signaux, enfin, je ne sais pas quels signaux, mais de toute façon, ça brouille les signaux de téléphone, ça c'est certain. Donc vous n'aurez pas de connexion. Ça c'est un brouillage. Mais une coupure, c'est une coupure. C'est toutes les wilayas qui ont été coupées. Donc la gestion déjà de la fraude dans les examens de baccalauréat, c'est la même gestion comme les barrages autoroutiers. Donc vous voyez une autoroute, il y a un barrage, bah, ils te disent bah, c'est parce qu'il y a une personne parmi des milliers qui peut être dangereuse pour les autres. Donc au lieu d'aller chercher le bien-être de la majorité, on va pénaliser la majorité par rapport à une infime minorité qui ne respecte pas la règle. Et c'est ça la logique du système depuis toujours. Donc Tebboune, il ne peut pas apporter du nouveau. Ni lui, ni ceux qui l'entourent. Ils sont le fruit, ils sont le produit du système. Ils ont côtoyé, ils ont été partie prenante du système pendant des décennies. C'est impossible qu'il apporte du nouveau ou qu'il apporte du renouveau. Et Dr Hamidi, elle a été claire en disant, bah, il parlait aux journalistes en les tutoyant et en les appelant par leur prénom. Bah, il essaie de faire du copain-copain avec un peuple qu'il ne connaît même pas. Ils ne connaissent pas le peuple. Très bien. Restez avec nous, Amin Mennadi. Je reviens à professeur Smaïl Almas. Smaïl Almas, vous avez dit que je n'ai pas vu de points positifs venant donc, de ce pouvoir et bien sûr de Tebboune. Depuis donc qu'il est président donc de ce pays, on va essayer de revenir donc sur la campagne électorale qui précédait donc cette élection du 12-12 et dont Abdelmadjid Tebboune avait déclaré ce temps-là qu'il connaissait l'argent qui a été donc volé ou détourné, qu'il connaissait là où c'était cet argent. On va essayer d'entendre ce qu'a dit Tebboune et je vais revenir à vous, Sismaïl. أنا سبق لي قلت الدراهم موجودين وناخذهم وين ما راهم ناخذهم وعارف أنا وين ناخذهم. قلت تطهير مش حملة، ده تطهير لأن غادي يتواصل لمدة طويلة لأن اليوم ربما فيه بعض الرؤوس تمست ولكن البقايا أكثر بكثير. أنا ما أقدرش نقول لك كيفاش نجيب أنا عندي فكرة كيفاش نجيب الفلوس ويجوا إن شاء الله. لو كان واحد فيهم يرجع أي واحد يرجع الشيء اللي نظام باللي لازم يرجعوه ونجيبوه
أنا نوعدك باللي نحل نهائيا هذا المشكل اللي كان مطروح ويخوفوا به الموظفين البسطاء منهم أخص. C'est Ismaïl Lalmas, ça c'était pendant la campagne électorale, si on pouvait l'appeler ainsi, de la campagne électorale qui précédait donc l'élection du 12-12. Est-ce que Tebboune, il est toujours dans cette logique d'incohérence? On l'entend dire des choses et après rien ne se passe. Anna, je vais être un peu honnête et dire que les incohérences, je pense que font partie des fondamentaux du système. Les incohérences, les mensonges, sont des paramètres sur lesquels repose, ou les fondements sur lesquels repose le système. On est habitué à cela. Vous savez, quand on parle de récupérer l'argent, on ne parle pas de récupération de $1 million ou de $2 millions. On parle de 300 milliards de dollars qui ont été détournés. Hein, donc, mais ce n'est pas une mince affaire. Et depuis 9 mois, même avant, parce que l'ancien chef d'état-major avait parlé de récupérer l'argent volé. On n'a pas vu avant le 12-12 et on n'a pas vu après le 12-12. Donc, je crois que à l'histoire, tu as l'argent, ou là, ceux qui attendent de récupérer cet argent pourront faire quelque chose. Il faut oublier cela. Hein. Donc, moi, ce que je dis, il devrait plutôt essayer de creuser pour voir les failles à ce système, ce qui a permis le détournement autant d'argent. C'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est grave. Les mécanismes, t'as le détournement, la politique, le système qui a permis le détournement de plus de 300 milliards de dollars. Il faudrait, je pense, on aimerait trouver la réponse pour le voler. Mais non, pour l'argent, vous savez, il y a eu 300 milliards de volets. Aujourd'hui, peut-être, il y aura un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais quand on va retrouver, si le pétrole va se porter bien sur les marchés, il va y avoir encore plus de recettes. Vous allez voir que on va retrouver le même scénario. Donc, je n'y crois pas. En plus, ce sont des paroles lancées pendant la campagne électorale. Et on a vu que 9 mois après, malgré que les principes, enfin, quelques personnes qui ont été impliquées dans le détournement à dos, qui sont en prison ou là, rien n'a été fait pour essayer de récupérer cet argent. Donc, je pense que ce sont encore des messages qui n'ont aucun sens, sans aucune portée. Maintenant, les histoires de mensonges aussi, je vais peut-être vous étonner. J'ai croisé sur Internet un article qui dit que il y a des négociations autour le retour de 400 000 Algériens qui vivent en France pour venir en Algérie investir. Vous imaginez encore le mensonge cette année de 400 000 Algériens qui vivent en France qui comptent revenir en Algérie pour investir. Alors que pendant ce temps, il y a 40 millions d'Algériens qui veulent quitter le pays. Donc c'est pas étonnant. C'est pour ça que je vous dis que le mensonge ou les contradictions, ce sont des choses. Sont des choses sur lesquelles le système est fondé. Donc, il faut pas s'étonner. Mais Sismahine, quand vous avez dit vous-même que la situation est grave, vous êtes économiste, je le rappelle, et c'est vrai que la pandémie... Elle est dangereuse, M. Bergrave. Elle est dangereuse, ماشي grave. Elle est dangereuse encore. La situation a été aggravée avec la pandémie et ça surtout bien sûr à l'échelle mondiale, pas seulement en Algérie. Mais comment vous voyez les choses, Sismahine, surtout qu'ils sont en train de dire qu'on est dans la voie de la relance du Nouvelle Algérie et qu'ils vont ils sont en train de préparer ce projet de révision de la Constitution dont le référendum sera donc le 1er novembre. Beaucoup d'observateurs algériens disent qu'il y a une feuille de route qui est en train d'être appliquée. Est-ce que cette feuille de route va à l'encontre même de l'existence de l'Algérie? Écoutez, vous savez, tout ce qui a été fait dans ce pays depuis 60 ans a été fait dans le but de détruire ce pays, de détruire l'Algérie. Anna, je l'ai toujours dit, il y a un complot là je suis persuadé qu'il y a un complot avec la complicité
des responsables algériens qui a pour objectif de casser ce pays, de détruire ce pays. Sinon, comment expliquer qu'on soit si mauvais, si médiocre dans tous les secteurs? Il n'y a pas un secteur qui se porte bien dans ce pays. L'agriculture va mal, la santé est malade, la justice est mal, se porte mal, l'industrie macache, le commerce macache. Il n'y a aucun secteur qui se porte mal. C'est-à-dire, maintenant, dans une émission, si vous ramenez les meilleurs techniciens au monde, les plus grands japonais ou là, qui existent dans le monde, je vous donne cette Algérie pour la détruire, pour la casser, ils n'auraient pas fait mieux que ce qu'ont fait les Algériens tarana, les responsables tarana depuis 62. Donc, il y a un complot pour détruire ce pays. Mais sinon, bien sûr, la destruction est accompagnée par des messages ou là, par des discours qui est basé sur l'optimisme, sur le Jadida. Vous savez, il y a un projet, la dernière fois, un responsable, le même Huawei, il dit qu'on projette d'exporter pour 5 milliards de dollars hors hydrocarbures d'ici 2021. Allez, vous vous rendez compte que ça fait 60 ans, on n'a pas réussi à dépasser les 2 milliards d'exportations hors hydrocarbures. Et lui, en une année, avec la Covid, avec les problèmes qu'il y a à l'international, sur le plan économique, etc., il va exporter 5 milliards en une année. Et faire amener avec quoi ils vont exporter? Avec quoi? On n'a pas de bateau, on n'a pas d'avion, on n'a pas une offre identifiée, on n'a pas accès au marché, on n'a pas de professionnels pour ça, on n'a rien préparé pour ça, on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. Qui fait de l'État de Moussrabia? En une année, on va exporter 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Donc, il y a un plan de destruction bien clair, bien identifié, qui a été préparé depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et en même temps, le plan ADA, il a été accompagné par des discours complètement erronés, sans fondement, sans âme, sans sens. Eh ben, on est en train de vivre tout cela. Donc, c'est une série de mensonges, série de contradictions, série de n'importe quoi, véhiculés par des responsables qui ne représentent qu'eux-mêmes. Finalement, les responsables au ils représentent le système. Ils sont loin d'eux. Et ils ne représentent pas le peuple. Quand vous me parlez... Mais est-ce que le problème, Sismaïn, est-ce qu'il est... par exemple. تفضل Sismaïn. On parle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, chauffe les scandales qu'il y a. Et chauffe les gens qui sont impliqués dans des scandales graves, dans le détournement à la publicité, dans la publicité, et qui sont députés en même temps. Aujourd'hui, ils ont été récompensés. Ken Ratfium, il a eu un poste important à l'Assemblée nationale, alors que c'est une assemblée à la corruption, qui est symbole de corruption, et des gens croient que l'Assemblée représente le peuple. Non. Les assemblées Tawana, les parlements Tawana n'ont jamais représenté le peuple. Ils représentent le système. Ce sont des gens désignés pour représenter le système. C'est valable pour toutes les autres institutions de l'État. Donc le peuple a toujours été ignoré dans le système politique Tawana. Donc voilà la réalité. Alors maintenant, quand il y a des gens qui s'étonnent de la chose, non, c'est de la continuité. C'est la continuité, c'est le système qu'on a toujours connu. Bon, maintenant, ils veulent un peu décorer, ils veulent maquiller Chouïa, ça, c'est le slogan, c'est le Hirak. احنا قلناها في ال 22 février ومازال نقولها le 22 février مازال ما فهمناش الجزائر الجديده. Donc la preuve c'est que le 11 décembre on était dans la rue, le 12 décembre on était dans la rue et le 13 décembre on était dans la rue contre les élections qui sont passées dans des conditions qui n'ont aucun sens avec la démocratie, avec la volonté populaire. Donc et ce qui suit après, vous me parlez de constitution. Là aussi c'est un projet qui n'a aucun sens. Les constitutions sont censées répondre aux besoins des citoyens, sont censés prendre en considération la volonté des citoyens, sont censés accompagner la révolution dans le cas Algérie. Mais la constitution a été conçue loin de l'Algérie et loin des Algériens. Où est la mobilisation? Alors que normalement, une constitution, la première chose, disons le premier paramètre essentiel dans la mise en place d'une constitution, c'est la mobilisation du peuple autour de ce projet. Makash. Donc, ce sont des outils que le système a l'habitude de développer. Comment ils sont dans leurs éléments, ils sont dans leur rôle. Très bien. Comment vous voyez après la suite des événements? On va essayer de revenir ça.
Sismaïn, on va essayer de revenir à ça. C'est très important d'avoir votre avis par rapport donc, au développement des choses, de la situation, parce que vous êtes en train de dire que la situation est très grave. Farida Hamidi, je reviens à vous. Farida Hamidi, comment expliquer ça? Vous êtes bien sûr psychologue. Est-ce qu'il y a un différent générationnel, si on peut dire? Est-ce que le peuple, l'Algérie a changé avec cette jeunesse qu'on a vu bien sûr sortir en force depuis 2019, 22 février 2019, qui a des aspirations, qui voit le monde autrement, et les gens qui sont au pouvoir, qui sont d'une autre génération. Il y a même des personnalités qui ont servi dans des postes dans les années 80. Est-ce qu'il y a un problème de vision, si on peut dire? Oui et non. Il y a un problème de vision, ça c'est sûr, parce qu'on voit que c'est les mêmes visages qui subsistent. Hein. C'est même pas depuis les années 90, c'est depuis 1962. Il y a des gens on ne sait pas, moi j'ai presque envie d'adopter un petit peu le même langue. C'est des Highlanders en fait, c'est des immortels. Il y en a qui sont partis parce que justement ils sont morts, mais c'est les mêmes en fait qui sont là, qui sont encore en train d'appliquer une politique absolument abjecte pour ce pays-là et sur une population. D'un autre côté, en fait, c'est des personnes mais qui ont créé un système, et c'est un système qui se régénère. Faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas si vieux que ça, qui ont compris... Mais quand Farida Hamidi, quand Smaïl Lalmas nous a dit que ces décideurs sont en panne d'idées, est-ce que vous pensez aussi qu'ils ont cette capacité de se régénérer, même si la pression du peuple, elle est là, quand on voit un peuple qui sort en millions et dire qu'on ne peut pas continuer à gouverner l'Algérie de cette façon, et qu'on voit que vous êtes en train de parler des personnes ou des visages anciens qui reviennent alors qu'ils nous parlent d'une Algérie nouvelle. Est-ce qu'ils sont en panne d'idées? Est-ce qu'ils sont arrivés, on peut dire, à leur fin? En fait, ils ne sont pas en panne d'idées, ils ont des idées fixes. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un problème, il y a un programme, il y a un agenda, il y a des idées qui ne sont pas celles revendiquées par le peuple et que eux, ils sont en train d'appliquer aveuglément. Ils sont dans une application d'un agenda en fait qui correspond pas du tout aux revendications du peuple, et ils veulent aller jusqu'au bout. Bah oui, comme ça a été dit d'ailleurs clairement et littéralement, hein, jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, c'est un système qui se régénère. Vous prenez par exemple les nouvelles figures qui ont pillé le pays, et là on parle en termes de millions d'euros, voire des milliards parfois. Il purge là une peine de 8 ans de prison. C'est une des figures, des plus grandes figures Tal Fasset en Algérie. Il n'est pas né dans les années, il n'est pas né en 1935 ou 1940 où il a assisté à la guerre de l'indépendance, et voilà, il ne fait pas partie de la génération 62. Et il y en a plein comme lui, en fait. Lui, c'est l'exemple le plus criant Tal Fasset. Et puis je viens d'une région où il a sévi pas mal d'années, où il a quand même pillé pas mal d'argent dans cette région-là. Voilà, donc en fait c'est un système qui se régénère et qui va chercher les plus les plus corrompus, les plus à même à corrompre en fait, pour les installer dans des postes. D'ailleurs, si je reviens encore à Tlé, lui, c'est la représentation d'un fonctionnement absolument et profondément corrompu. C'est lui qui a révélé lors de son procès que les sièges au Parlement étaient achetés. Le moins cher était à 5 milliards, le plus cher était à 10 milliards. Et ils vont faire voter, ils ont fait voter donc ce projet de constitution par cette assemblée qui était issue de la fraude, si on peut le dire. C'est ça, exactement. Donc moi, en fait, si on revient à la base de la définition même des choses, j'aimerais bien qu'on me donne une définition de la nouvelle Algérie. Voilà. Si la nouvelle Algérie est définie à partir du vote de ces gens-là qui ont payé leur siège pas mal d'argent pour gagner beaucoup plus d'argent d'ailleurs, c'est un mashroua, c'est une safra, c'est une affaire. Je paye 5 milliards pour engranger 10 fois plus. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que
entre guillemets la signification de la nouvelle Algérie si on la construit sur une base pareille. Après, si je reviens un petit peu sur mon domaine, vous savez, je vois les choses comme dans une famille en fait maltraitante. Les familles maltraitantes, c'est des familles menteuses. Donc, quand les parents exercent des maltraitances sur leurs enfants, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, de la violence. De la violence, voilà. En fait, c'est pas des familles qui vont reconnaître leurs crimes, tout simplement parce qu'ils sont dans un fonctionnement pervers ou pire en fait. Ils vont culpabiliser la victime. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'ai écouté un passage tout à l'heure où on culpabilisait encore, là, il cite à quel moment exactement, et la faute était mise encore à la Chab, entre autres. C'est comme quand on commence à parler des problèmes d'organisation dans un pays, des problèmes, oui, mais Chab, il est comme ci, il est comme ça, Minnes Mahamshi Mutrabbin, mais voilà. Donc en fait, la victime, elle prend la culpabilité de l'agresseur, et c'est ce qui fait qu'on reste dans un système, en fait, dans un cercle vicieux. Et on peut revenir sur ce qu'a dit Ouhia Farida quand il a dit qu'on ne peut pas vous laisser marcher à Alger parce que alors qu'en 2019 on a vu comment les Algériens sont sortis en millions et qui sont devenus un exemple pour le monde entier. Absolument. Et ça aussi, c'est un mensonge parce que ils sont rentrés chez eux avec grâce à leur grand civisme, justement, parce qu'il y a eu l'épidémie. Donc, pour éviter une propagation encore plus grave, ils sont rentrés chez eux, les marches. Et là, pour ressortir, par contre, c'est fini. L'Algérie, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Hein. C'est une grande prison. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai bien rigolé parce que par rapport aux décisions qui vont être prises pour l'ouverture il a parlé des ouvertures des écoles, donc des établissements scolaires, et il a parlé des frontières. J'avais une question sur les lèvres, mais c'était plus ironique qu'autre chose. C'était ouvrir les frontières entre les wilayas ou à l'extérieur. Voilà, parce que là, les gens, à un moment donné, pour empêcher les gens d'aller manifester, ils ont quand même fermé le passage et les routes entre les wilayas. Très bien. Restez avec nous, Farida Hamidi. Amin Mennadi, comment expliquer donc cette logique d'aller jusqu'au bout, et Farida Hamidi a parlé de ça, bien sûr, sans oublier El Gaïd Saleh qui disait donc à Zarmati, il faut aller jusqu'au bout. Comment expliquer cette politique de jusqu'au boutisme, alors que on peut dire que les jeunes sont là, ils sont sortis, le peuple algérien est sorti en millions, et il voit son pays est en train de couler, si on peut dire. Le jusqu'au-boutisme, c'est une idéologie au sein du régime algérien, et depuis toujours d'ailleurs. De toute façon, il n'y a qu'à voir Bouteflika comment il est parti. Il a fallu vraiment qu'il y ait toute une révolution populaire exceptionnelle pour qu'il parte. Gaïd Saleh n'aurait pas arrêté ses discours dans les différentes régions militaires s'il ne serait pas décédé, de toute façon. Et c'est la même chose pour tous les autres. Est-ce qu'on a déjà vu je pense que les deux seuls de mémoire, les deux seules personnes qui ont occupé des fonctions au sein du pouvoir algérien ou même comme députés, et qui ont quitté leurs fonctions, les deux seuls qui me viennent à la tête, qui me viennent à l'esprit, c'est Ben Bitour et peut-être Bouchachi qui a quitté son poste de député. Le régime algérien ne considère pas qu'il est là pour assumer une fonction qui lui a été confiée par le peuple algérien. Les responsables, si on peut les appeler ainsi, parce qu'ils ne sont responsables de rien, ils le disent de toute façon, à chaque problème c'est le peuple ou c'est la main invisible, ils ne considèrent pas qu'ils sont dans leur poste de passage et qu'ils travaillent pour le peuple algérien. Ils considèrent que c'est un héritage et que c'est leur dû, qu'ils ont le droit de rester là et que personne n'a le droit de contester leur position.
la seule référence pour eux dans l'occupation de ces fonctions-là, c'est la loyauté envers ceux qui les ont mis là ou ceux qui les ont intégrés au sein du régime. En réalité, ce que fait Tebboune, c'est la même chose qui se faisait avant, juste avec des nouveaux titres, Al-Jazair al-Jadida, la Nouvelle Algérie, ou bien ce que fait Tebboune, par exemple, en disant qu'ils veulent ramener des millions d'Algériens qui sont à l'étranger. C'est ce qu'a fait Ouyahia en 2010-2011. Ouyahia, en 2010-2011, il a eu tout un programme. J'ai fait partie de ceux qui ont été dans le processus d'étude du dossier et toujours, l'étude du dossier n'est pas faite par des professionnels des ressources humaines. On fait une enquête avec la gendarmerie ou avec la DRS sur une personne qu'on veut ramener en Algérie pour occuper des fonctions comme fonctionnaire pour justement apporter un plus. Donc, pour l'anecdote, moi, c'est des gendarmes qui se sont présentés chez mes parents pour demander des nouvelles de moi, pour justement faire partie de certaines personnes qui occupaient des fonctions dans des multinationales qui veulent les recruter. C'est Ouyahia voulait recruter. C'est quoi la différence entre Ouyahia et Tebboune? De toute façon, Tebboune l'avait dit quand il avait fait la passation de consigne, que c'était un compagnon de route, pendant des décennies, ils ont travaillé ensemble. C'est la même idéologie, c'est la même logique. D'ailleurs, Ouyahia, en moins, il a un discours, même s'il est aussi menteur ou autant menteur que le discours de Tebboune, mais au moins, il avait un minimum de tact et de maîtrise de ces sujets. Ce que nous dit Tebboune aujourd'hui, pour aller ramener des millions d'Algériens d'étrangers ou quelques milliers d'Algériens à l'étranger, qu'il soit d'abord capable de retenir les centaines de jeunes Algériens qui quittent le pays tous les jours dans les embarcations de la mort. Il y a 2 jours, je recevais une vidéo de jeunes adolescents qui étaient morts en essayant de faire la traversée avec leurs parents à partir de Msrani. Mostaganem, la même, aujourd'hui, j'avais vu une publication qui parlait de 70 ou 75 personnes qui sont parties hier. Donc là, je voyais, il y a une publication aussi d'une avocate espagnole qui s'occupe des questions des Harraga, qui disait qu'il y avait quelques dizaines qui étaient arrivés. Donc, on n'est pas la Libye, on est censé être un pays en période de paix. Et selon M. Tebboune, les autres pays nous envient notre démocratie et notre prospérité. Donc si ces pays-là nous envient tout ça, il faudrait d'abord qu'ils fassent ce qu'il faut pour que le peuple soit conscient. Il y a quelques minutes avant l'émission, je lisais ce que disait Zermati ce matin, qu'il y avait encore une nouvelle loi pour criminaliser les actes contre le personnel soignant. C'est bien beau d'aller chercher toujours une solution à ces problèmes-là, mais toujours la solution, elle est ou sécuritaire ou pénale. On ne cherche pas des solutions sociales. Bon, je vais pas faire le travail de Dr Hamidi, mais on devrait chercher une solution sociale, sociétale, aller comprendre le peuple algérien. C'est la même chose avec avec l'histoire de la Constitution. Une Constitution qui est rédigée au sein du sérail et qu'on va dire au peuple allez venez la signer. Le pire c'est que ils ont tellement mal fait les choses que même leur propre soutien, qui était leur propre soutien, ils ne sont pas d'accord avec cette constitution. Le pire c'est que dans la même intervention de Tebboune, Tebboune il nous dit que ce référendum il va être très important parce que le peuple va choisir. Et une fois que le peuple a choisi, il a dit oui pour la Constitution, on va dissoudre les assemblées pour mettre en place des assemblées légitimes. Donc il est en train lui-même de dire que cette assemblée qui lui a donné le pouvoir pour aller vers ce référendum avec cette Constitution, cette assemblée est illégitime. Donc, c'est vraiment se payer notre tête que de dire que c'est quelque chose de structuré, de réfléchi. Ils sont en train de gérer un pays aussi grand que l'Algérie comme une épicerie. Très bien. Si Ismaël Almas, comment vous voyez les choses évoluer, c'est ce que je voulais entendre de vous. Si le peuple, si ce régime déteste son peuple, Ismaël Almas, je pense qu'on a perdu, on me dit, on essaiera de l'avant, si c'est possible, la régie. C'est très important qu'on essaiera d'entendre son analyse par rapport à cette question. Falida Hamidi, si ce régime déteste son peuple,
et si le peuple déteste bien sûr son régime, comment peut-on résoudre cette équation si on veut aller vers un avenir meilleur, si on peut dire, pour notre pays? En tout cas, la solution, elle est venue, elle est proposée, elle est même exigée par le peuple. Hein. Quand ils sortent dans la rue, c'est pour dire des slogans qui résout le problème à la racine. Je répète juste ce qui est dit dans la rue, c'est parce que je pense que le divorce est consommé. Donc, mais sur les papiers, voilà. Donc, la relation, il y a séparation depuis belle lurette. Hein. Ça fait très très longtemps en fait que, en tout cas, la séparation, et c'est une séparation physique aussi, parce que on vit tous les deux dans deux mondes parallèles, hein, même si c'est le même pays, mais c'est pas du tout le même monde. Et effectivement, il est dans sa tour d'argent, Monsieur Tebboune, et il n'a pas du tout idée de ce qui se passe sur le terrain, aussi un petit peu, parce que les gens qui veulent justement véhiculer cette information-là, ils sont jetés en prison. Donc je rappelle que le monsieur qui a filmé quand il y a eu les précipitations des dernières semaines et qu'il a filmé Galarana Aishin fil Gharga, il est en prison, le mec. Il s'est pris 8 mois ferme ou 1 an ferme, il me semble. Donc, de quoi on parle, en fait? C'est que, c'est politiquement, il n'y a aucun poids à ce qu'il a dit. En fait, c'est du non-sens. C'est pire que ça, c'est du non-sens, en fait. Très et c'est bien. pour ça que... Farid Hamdi, je vais revenir parce que on va avoir... un petit rappel, Nasser, par rapport à la coupure d'Internet, juste rapidement. Hein, non, je vais revenir à vous pour avant la fin de cette émission, parce qu'on a avec nous Smaïl Almas, on ne veut pas le perdre. Et je vais revenir pour vous donner la parole de la fin avec Amin Mennadi. Smaïl Almas, est-ce que vous m'entendez, Smaïl Almas? Oui. Ah bah très bien, on vous a perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, mais il y a une équation en ce moment, donc si on peut l'appeler équation politique, mais qui est très difficile à résoudre, Smaïl Almas, et surtout pour l'avenir de notre pays. Comment on peut gouverner un pays contre sa volonté, mais aussi le peuple aussi qui voit qu'on ne peut pas continuer à gouverner l'Algérie avec ce régime. Comment vous voyez les choses évoluer, Smaïl Almas? Vous savez, la leçon le 22 février a dit qu'elle est importante. La leçon à la révolution de Al-Hirak, elle est importante. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient d'ailleurs souvent avant le 22 février que ce peuple a été complètement neutralisé, anesthésié, il n'existe plus. Alors que le 22 février a démontré que ce peuple est là, il existe et il veut prendre en charge la gestion de ce pays, il veut développer ce pays, il veut sortir de cette léthargie. Donc là, c'est déjà important. Nous avons un peuple qui est déterminé à changer les choses. Ça, c'est le premier succès. Maintenant, pour le reste, pour l'avenir, c'est encore ce peuple qui va le déterminer. Vous savez, le Hirak a ramené beaucoup d'espoir, le Hirak a ramené beaucoup de choses positives, et il faudrait que tout le monde comprenne, que ce soit le pouvoir ou les gens qui restent encore, si je suppose qu'il y a des gens sages au niveau du pouvoir et ce peuple, que la seule issue pour sortir le pays de cette situation, c'est de continuer à être la révolution et d'aller jusqu'au bout pour changer le système et pour mettre en place une démocratie réelle, c'est-à-dire une démocratie avec le peuple, mais une démocratie sans peuple, comme ça a toujours été le cas. Donc finalement, tout est entre les mains de ce peuple. Tout est entre les mains de ce peuple ou tout est entre les mains de ce pouvoir? Mais bien sûr. Non, le pouvoir, je pense que tout le monde a compris que le pouvoir n'a pas d'intention de changer ou de négocier son départ. Tout le prouve, Yanné. Donc, même si on revient à ces différentes actions, à ces différentes manœuvres, on a tous compris que ce pouvoir n'est pas prêt de partir et ce pouvoir n'est pas prêt de négocier son départ. Donc, ce qui reste à faire, finalement, c'est que ce peuple comprenne une fois pour toutes que pour changer les choses, il faudrait aller jusqu'au bout. Nous avons opté pour le pacifisme comme action. Je crois que cette révolution a ramené beaucoup de bonnes choses.
mais il faudrait peut-être l'alimenter différemment. Il faudrait essayer de voir comment l'alimenter, comment réorganiser, comment réorienter nos actions, mais c'est notre action, nos actions, afin de réussir notre challenge, afin d'atteindre notre objectif, qui est de changer ce système, parce que il est dangereux pour l'avenir du pays. Donc, la seule solution, elle se trouve entre les mains de ce peuple. Est-ce que vous êtes optimiste, Smaïl Lalmas? Wallahi, moi je suis de nature optimiste, hein, sinon je ne serais pas resté dans mon pays. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui imbibe dans la médiocrité, mais je me dis que le changement il doit traverser un long parcours. C'est un long processus. On va être souvent déçus par certains. On va flancher un peu, on va baisser de rythme, mais ce qui est sûr, c'est que le changement est au bout du tunnel. Hein. Il est là, il n'est pas loin. Il faudrait juste résister, il faudrait de la patience, il faudrait comprendre aussi que nous avons un système qui a quand même beaucoup de relais, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup d'ancrage dans cette société, qui est là depuis 60 ans, même avant. Donc, il faut comprendre encore une fois que déloger le système passera forcément par la mobilisation de tout le peuple, hein, de tout le peuple. À gauche, à droite, avec islamistes, avec berbères, avec lahore, et je vois les scénarios depuis quelque temps, les coups machiavéliques de certaines forces obscures. Moi, je dis que le Hirakada a réussi à unir le peuple, hein, et je pense que tout le monde a compris qu'il n'y a pas que la seule solution, c'est de rester unis pour déloger le régime Ada. Après, les projets de société, avec islamistes, avec berbérites, avec démocrates, ça va être le fruit d'un combat politique loyal sur le terrain politique. Mais pour le moment, l'objectif Tahana, c'est de déloger ce système. Voilà, le truc. Et puisque vous allez prendre la parole, je profite de l'occasion pour saluer vos invités. Je salue aussi nos amis et frères de l'immigration. On a un grand chapeau pour les Algériens de l'autre côté. Et ils sont fidèles à leurs principes. C'est des gens qui nous donnent énormément de courage. Et je crois que le salut de l'Algérie passera forcément par nos frères et nos sœurs de l'immigration. Je l'ai souvent dit. Merci Smaïl Lalmas, professeur Smaïl Lalmas, Yatek Saha. Vous étiez avec nous dans cette émission, économiste, analyste politique. Merci Smaïl Lalmas. Farida Hamidi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, c'était parce qu'il y a toujours des soucis de connexion. C'est pour ne pas le perdre. Allez-y, Farida Hamidi. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de le partager entre vous, avec Amine aussi. Voilà, juste voilà, شكر للأخ لالماس دونك إسماعيل لالماس دونك احنا بيان سور الجالية لهنا مسوحين بالشعب الجزائري الداخل واحنا كل جزائريين on partage tous les mêmes peines, on est à distance géographique mais le cœur y est et on sait très bien ce que les gens subissent là-bas. Et on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout de ce qu'on s'est mis en tête. En tout cas, pour revenir rapidement à cette coupure d'Internet et puis la réponse absolument ridicule et irrespectueuse vis-à-vis du peuple, parce qu'il a subi cette contrainte-là, en fait, c'est que ça correspond. Il faut toujours aller chercher les vraies raisons pour lesquelles ils font ce genre de choses. Parce que la raison avancée, c'était effectivement les épreuves du bac et pour contrer la triche. Donc, Malgache, c'est une autre méthode. Sauf que je rappelle tout le monde que le deuxième jour ou le premier jour qui correspondait à cette coupure d'Internet, ça correspondait au procès du journaliste Khaled Dragni. Voilà. Et vu que sa situation et son cas a été largement médiatisé, pour couper l'accès, pour isoler justement le citoyen algérien de toute information fiable parce qu'on lui sert que du mensonge, ils ont trouvé cette méthode-là de couper Internet pour ne pas avoir l'accès à des chaînes étrangères, ou des informations sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'il y a de plus fiable en ce moment. C'est pour ça que les gens vont en prison à l'appel
pour des publications sur Facebook, tout simplement. Et comment, très rapidement, Farida Hamidi, est-ce que vous êtes optimiste que cette révolution du sourire ira jusqu'au bout de ces revendications? Pardon. Bien sûr, il faut toujours rester optimiste. Maintenant, il y a certaines conditions. La condition, en fait, c'est de ne plus écouter ces mensonges-là, de ne plus les laisser nous déprimer, ce qui est arrivé pendant le règne de Bouteflika pendant 20 ans. Donc, en fait, il faut vraiment fermer les oreilles et aller jusqu'au bout de son projet. Il y a un projet pour l'Algérie, il faut le réaliser. C'est un très beau projet et il ne faut pas se laisser parasiter par ce qu'on entend à droite et à gauche. Très bien. Amine Mennadi, le dernier mot est à vous. Est-ce que vous pensez que on peut être optimiste, ou les Algériens qui sont sortis en millions peuvent être optimistes par rapport donc à leurs revendications avec la rupture avec ce régime, où vous voyez aussi, comme l'a dit Smaïl Lalmas, que ça ne va pas être facile, ça va être lent, c'est un processus qui peut-être prendra du temps et peut-être aussi on aura des passages où on sera déçu. Comment vous voyez les choses, Mohamed Lamine, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons ou nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimistes. La première des raisons, c'est celle que ce peuple a ressuscité une flamme que énormément de gens et une grande majorité de gens pensaient éteinte à tout jamais. Le peuple algérien a démontré que, comme disait Ismaël tout à l'heure, Ismaël disait que le peuple a démontré qu'il était encore vivant, qu'il y avait encore l'énergie, la volonté et la capacité de produire des exploits et de se battre. Et de fort belle manière, parce qu'on a donné une grande leçon à beaucoup de peuples à travers le monde. Et il faut voyager pour voir que les gens parlent plus de l'Algérie pour sa belle révolution de ces dernières années que pour la révolution de 54. Les gens ont un peu oublié, les nouvelles générations ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 60, dans les années 50. Mais tout le monde est branché sur les réseaux sociaux pour voir les très très belles images qu'on a données avec la belle révolution des sourires, qui est encore en continu, qui a fait une première phase, et on doit être convaincu que c'est des phases qui sont obligatoires, qu'il y a une nonchalance à un certain moment, mais maintenant il faut s'accrocher. Donc la première raison, c'est parce que elle se trouve dans le peuple et dans sa capacité lui-même à produire des exploits. La deuxième raison, c'est de voir encore la médiocrité de ce régime. C'est de voir encore que ce régime, il est à l'agonie. Il est en train d'essayer de s'accrocher à des mirages, comme on le voit à chaque fois dans les interventions de Tebboune ou dans les interventions de Zermati ou dans les interventions de l'ensemble de la composante du régime, enfin de ce qui reste du régime en ce moment. Il n'arrive plus à se régénérer. Ensuite, le troisième aspect qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a rien de pire que de ne pas faire une révolution, que de faire une révolution à moitié. On ne peut pas s'arrêter à la moitié du chemin parce qu'on va le payer très très cher. Je fais partie d'une génération qui a lutté contre Bouteflika. Moi, j'ai vu mes amis passer en prison. J'ai cette malédiction de me retrouver à l'étranger comme beaucoup de mes compatriotes, mais beaucoup de mes proches sont soit en prison, soit persécutés. On a vu Blarbi y passer, on a vu Sufyan Hadjad y passer, on a vu Khaled Rani qui est là. Toute cette génération-là, c'est la génération qui, en 2014, a lutté contre Bouteflika. Pour certains, même en 2011, ils ont lutté contre Bouteflika. Tebboune a juré, Hlef Brabbi, comme on dit en arabe, que le programme de Bouteflika va continuer, et c'est ce qui est en train de se faire, sauf que le programme de Bouteflika est en train de continuer avec Tebboune, avec des visages peut-être légèrement différents, mais avec la même, si ce n'est plus, de médiocrité. Très bien. Yatik Saha, Amine Mennadi, activiste politique qui était avec nous depuis le Canada via Skype. Nshkrouk, Yatik Saha. Merci aussi à
Farida Hamidi, psychologue clinicienne qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Smaïl Almas, économiste, analyste et politique, analyste politique qui était avec nous depuis Alger. On est arrivé à la fin de cette émission. Yartekoum Saha, l'émission Fil Umq suivra donc cette émission avec Athman Samaq. Restez avec nous. Bqaw ala khair.